Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur tuto.com pour ce tuto dédié à After Effects et à Cinema 4D. Alors ces deux logiciels fonctionnent très bien ensemble et plus particulièrement depuis la version After Effects CC qui inclut le plugin Cineware dont on a beaucoup parlé et bien sûr qui est livré avec une version un petit peu allégée de Cinema 4D. Donc on va voir pour les utilisateurs d'After Effects qui ne connaissent pas encore Cinema 4D, donc ça va être une bonne raison de le découvrir, un bon moyen de le découvrir. On va découvrir certaines fonctionnalités de base. On va également voir comment utiliser le plugin Cineware. Alors bien entendu ici on va beaucoup parler de Cinema 4D et on parlera donc un petit peu moins d'After Effects, mais on va quand même pas mal travailler dessus. On va pour matérialiser cet exercice, incruster un texte dans une photo. Donc on fera la scène d'abord dans Cinema 4D et ensuite on utilisera After Effects pour l'améliorer ou pour la retravailler. Bref, on verra comment la recomposer dans After Effects, ce qui pourrait paraître une double dose de travail, mais qui en fait économise beaucoup de temps. Donc nous allons recréer ce texte à l'intérieur de ce gymnase à l'aide d'After Effects et de Cinema 4D. Au niveau de l'éclairage notamment, tout va dépendre de la version de Cinema 4D que vous avez. Donc ici, je vais considérer que vous avez uniquement la version Lite, donc celle qui est fournie avec Cinema 4D, avec After Effects, pardon. Et donc on va utiliser les fonctions de base. Nous n'utiliserons donc pas l'illumination globale, on fera un éclairage standard. Donc vous voyez qu'on peut ici utiliser, donc ça c'est une réflexion qui s'adresse plutôt aux utilisateurs un petit peu plus avertis de Cinema 4D. Donc on n'utilisera ici pas du tout l'illumination globale, on arrive quand même à des résultats assez convaincants. Donc comment fonctionne Cineware? Eh bien tout d'abord, vous voyez ici, j'ai un projet Cinema 4D qui est chargé dans ma composition. Donc si je vais ici dans ma fenêtre projet, j'ai ici un fichier Cinema 4D, donc qui est en fait uniquement ce texte. Et ce texte, si on regarde ma compo, voilà, donc on a uniquement ici des éléments Cinema 4D. On a un calque solide tout de même qui va avoir une certaine fonction. Celui-ci, on ne s'en occupe pas pour l'instant, c'était juste pour l'illustration. Et donc on a ici notre image de fond qui va nous permettre d'intégrer notre image. Donc lorsqu'on utilise un fichier Cinema 4D, on va le voir, donc par exemple ici, donc là on a un calque Cinema 4D, on a le plugin Cineware qui se charge. Alors comment ça fonctionne? Eh bien tout simplement on va reprendre une nouvelle composition. On va aller dans notre fichier de projet ici, je vais aller dans mes ressources et je vais prendre mon image de fond. Donc je la glisse dans une nouvelle composition. Donc voici mon image de fond. Et je souhaite donc ici intégrer un objet quelconque dans cette image. Donc je vais créer un nouveau fichier Cinema 4D. Alors on peut le faire par ce biais-là. Seulement c'est assez difficile, enfin c'est un petit peu plus difficile de l'ouvrir ensuite et d'aller chercher dans Cinema 4D. Donc personnellement ce que je fais, c'est que je vais plutôt l'ouvrir directement dans Cinema 4D. Alors ici vous voyez mon projet. On va commencer un nouveau document, voilà. Donc je vais charger ici simplement un cube et je vais enregistrer ceci. Voilà, donc sous le nom, on va appeler ça cube, tout simplement.
et je vais charger ceci dans After Effects. Donc je reviens sur After Effects et dans ma fenêtre projet ici, je vais aller voilà, sur mon bureau. Oui, c'est le bazar sur mon ordi, je sais. Voilà, donc j'ai ici mon fichier cube. Je vais le glisser dans After Effects. Voilà, donc il me fait l'importation. Voilà mon cube. Et je vais ensuite le glisser simplement dans ma composition. Oups, je me suis trompé. Ça commence bien. Donc c'est mon cube, il est là. Je le glisse dans ma composition. Et voilà donc mon objet Cinema 4D. Alors afin de vous démontrer les différentes options, je vais plutôt repartir sur la base de mon texte, puisque ici les options ne seront pas vraiment visibles vu la simplicité de la scène. Donc je vais annuler cela, et annuler encore une fois pour revenir sur ce fichier qui est un petit peu plus complet. Donc tout d'abord, on va avoir ici les réglages de rendu. Donc le rendu logiciel, qui est le rendu le plus basique, donc qui est effectué par la carte graphique, directement par After Effects, et on va avoir ici accès à différents modes de rendu. Donc celui-ci permet déjà d'avoir un bon aperçu de la scène. On va ensuite avoir un mode standard esquisse qui va donner un petit peu plus d'infos sur la scène. Donc on va avoir notamment les ombres, la spécularité, le matériau qui est un petit peu plus lissé, mais par contre on n'aura pas d'anti-aliasing, donc on voit qu'ici les contours sont crénelés, on n'aura pas de réflexion, on n'aura pas d'occlusion ambiante, bref, il va manquer des infos pour obtenir tout ça. Et ensuite, on a le mode de rendu final, qui prend un petit peu plus de temps. Alors après, bien entendu, ça dépend aussi de votre matériel, bien sûr. Donc ici, on va retrouver un petit peu toutes les infos de notre scène. Donc on va retrouver la réflexion, l'occlusion ambiante, le maillage ici qui est lissé, etc. Alors ici, on voit qu'au niveau des ombres, c'est encore crénelé, tout simplement parce que dans Cinema 4D, je n'ai pas activé l'anti-aliasing. Donc on verra que c'est pas bien grave, puisque de toute façon, ces ombres, on ne veut pas qu'elles soient aussi nettes. Donc ça, c'est pour le type de rendu. Ici, on a un bouton appliquer à tous qui va nous permettre d'appliquer le réglage de rendu ici à tous les calques Cinema 4D de la scène. Donc ce bouton appliqué à tous, on le retrouve dans les réglages de projet ainsi que, d'ailleurs c'est tout, on le retrouve dans les réglages de projet où on peut notamment changer de caméra, donc si on a plusieurs caméras dans le projet Cinema 4D. Donc ici on travaillera sur un point de vue unique, puisque notre image de fond ici est une image fixe. Donc on travaillera sur une seule et unique caméra. Et donc ensuite on va avoir ici le multipass. Donc le multipass qui n'est pas accessible en ombrage logiciel. Donc vous voyez qu'ici il est grisé. Donc si je veux avoir accès au multipass, eh bien je vais devoir passer en ombrage standard ou en ombrage final. Donc ici par exemple je peux cocher multipass, régler multipass et choisir une des multipasses que j'aurais prévu dans ma scène. Donc par exemple ici, si je souhaite travailler uniquement sur le calque d'ombre, voilà ce que ça va me donner au niveau du calque d'ombre. Donc on va voir que tout ça, c'est extrêmement pratique, puisque ça va nous permettre de travailler sur chaque élément de manière totalement indépendante. Donc on va annuler ça.
Ensuite, pour ce qui est des multipasses définis, eh bien, je vais avoir ici la possibilité, notamment en cliquant sur créer clac, c'est assez amusant, une petite erreur de traduction. Si je clique ici sur créer calque image, donc là, j'ai un petit message d'avertissement, je clique sur OK. Alors, il me parlait d'un effet de post-production. Quel est cet effet de post-production? Eh bien, c'est tout simplement l'effet de lueur qui est activé par défaut dans Cinema 4D. Donc, c'est pas une information ici très importante. Mais donc, toujours est-il qu'ici, je décompose, en cliquant sur ce bouton, je décompose ma scène Cinema 4D en autant de calques qu'elle contient. Donc, nous, on va travailler sur les calques de notre image, donc enfin en multipasse, mais on n'aura pas autant de calques à traiter. Donc ici, c'est vraiment tous les calques. Donc si je clique ici sur régler multipasse, vous voyez, j'ai tous ces calques-là qui sont détaillés ici. Donc nous, on travaillera sur moins de calques que ça, puisque ça dépend aussi de l'image sur laquelle on est en train de travailler. Donc je vais annuler ceci, voilà, donc pas besoin ici de décomposer mon image. Et enfin, j'ai ici données scène Cinema 4D que je vais pouvoir donc extraire de manière à récupérer dans After Effects les lumières et les caméras de manière à les travailler de manière indépendante. Donc si ici je sélectionne ma lumière, alors ma lumière qui est très très loin ici, d'ailleurs c'est une lumière de type infini, donc je ne sais pas si elles sont actives dans After Effects. Donc ici par exemple j'ai une lumière que je vais pouvoir travailler de manière indépendante. Voilà, donc tout ça, ça va être autant de possibilités de jouer sur notre scène de manière à l'améliorer. Donc nous, on va partir de rien, d'ailleurs, pour arriver à ceci. Voilà, donc qui donne quand même un résultat relativement convaincant. Donc on va bien entendu partir de Cinema 4D et petit à petit on va venir dans After Effects à l'aide de ce fameux plugin Cineware. On va donc ouvrir Cinema 4D. Alors pour ma part, c'est Cinema 4D Studio, mais on va voir que les fonctionnalités que j'utilise ici sont tout à fait disponibles dans la version Lite, dans la version Prime, dans la version Broadcast ou dans la version Visualize de Cinema 4D. Donc ce que je fais là, vous serez en mesure de le faire, quelle que soit votre version de Cinema 4D. Donc on va commencer un nouveau document, comme ceci. Et donc la première chose à faire dans Cinema 4D, ça va être de découvrir bien entendu les fonctionnalités de navigation dans notre scène. Donc tout fonctionne, ou quasiment tout, fonctionne en drag and drop, donc en cliquer glisser, dans Cinema 4D. Donc ça va être le cas notamment du déplacement, qu'on va retrouver ici. Donc on va faire un cliquer glisser pour faire un panoramique dans la scène. On va faire un cliquer glisser ici pour zoomer, dézoomer. Alors, petit conseil, vous pouvez aussi utiliser la molette, et l'avantage d'utiliser la molette, c'est que le zoom va se faire à l'emplacement de votre pointeur. Voilà, donc là si je veux zoomer vers le centre, je zoome vers le centre. Si je veux zoomer vers le haut, je zoome vers le haut. Donc je vais revenir ici dans le menu vue, encadrage par défaut. Voilà. Et donc le dernier point ici, c'est la rotation, donc toujours en cliquer glisser, j'ai la possibilité de faire une rotation autour d'un point de pivot. Et donc là aussi, on a une possibilité supplémentaire qui va être d'appuyer sur la touche Alt et de définir un point de pivot. Alors bien entendu, cela malheureusement ne fonctionne que quand on a un objet dans la scène. Donc si par exemple j'ai un objet cube, j'appuie sur la touche Alt et je vais définir le point de pivot vers le coin ici. Voilà. Donc je supprime mon cube. On y reviendra. Donc ici on a notre vue de perspective qui est la vue qui s'ouvre par défaut. Si je clique ici sur ce petit bouton, donc le quatrième de la liste, je vais passer en mode 4 vues. Et ensuite, chaque fenêtre possède
les 4 mêmes icônes de déplacement, de zoom, de rotation et d'agrandissement-réduction. Donc là par exemple, j'agrandis ma vue de droite, ma vue de haut, etc. De ce côté, ici j'ai mon gestionnaire d'objets. Donc le gestionnaire d'objets, c'est un petit peu la même chose que dans After Effects, le gestionnaire de calque que l'on a là. Donc on pourrait assimiler dans Cinema 4D chaque objet comme un calque pour les plus imprégnés d'After Effects, on va dire. Dans Cinema 4D, on va parler d'objets. Donc les objets, si j'insère mon cube, voilà, donc on va retrouver un objet dans la liste, un deuxième cube, et donc on verra que dans Cinema 4D, il y a beaucoup de choses, comme je disais, qui fonctionnent sur le principe du drag and drop, et plus particulièrement sur le principe du parent-enfant. Donc si par exemple, je prends ici mon premier cube et que je le glisse sur mon second cube, alors ici, on ne le voit pas puisqu'ils sont superposés tous les deux, donc je vais prendre d'ailleurs ce second cube, et le voilà. On dira ici que ce cube 1 est enfant de l'objet cube. Donc si je prends mon objet cube 1, je peux le déplacer de manière indépendante. Si je sélectionne mon objet cube, eh bien je vais déplacer le cube et son enfant. Donc on verra qu'il y a plein de choses, donc on verra au fil des tutoriaux où on va reprendre petit à petit les bases de Cinema 4D. On va voir qu'il y a pas mal de choses qui sont faisables avec ce gestionnaire d'objets. On va en découvrir certaines dans ce tuto. Et donc ici, on a ce qu'on appelle le gestionnaire d'attributs, donc qui va lister les réglages de l'objet ou de l'outil sélectionné. Donc ici, par exemple, on va pouvoir régler la taille de notre cube. Voilà, son nombre de segments, etc. Je vais revenir en vue de perspective d'ailleurs. Et on va supprimer ceci. Ici, on a notre gestionnaire de coordonnées, ce qui va nous permettre donc de saisir manuellement les coordonnées de taille, d'échelle et de rotation pour nos objets. Ici, on va avoir le gestionnaire de matériaux qui va nous permettre donc de créer et de modifier les matériaux. Juste au-dessus, la timeline. Donc cette timeline, on ne s'en servira pas dans ce tuto, donc ce sera l'objet d'un prochain tuto, puisqu'ici on va travailler sur une image fixe. Donc dans des tutos suivants, on travaillera sur des images, enfin sur des animations. Donc on verra que les animations que l'on a ici, on les retrouvera aussi dans After Effects. Et donc, pour terminer, on va avoir ici une barre d'outils et ici une barre de mode. Donc cette barre d'outils, elle va nous permettre de sélectionner nos objets, de les déplacer, les mettre à l'échelle, les tourner, de verrouiller certains axes. On a ici ensuite les commandes de rendu, avec le rendu dans la vue, dans le visualiseur ou les réglages de rendu. Donc on va y venir tout à l'heure. Et ici, les différents objets qui vont composer notre scène. Donc là aussi, on va voir comment traiter ça dans Cinema 4D. On va faire appel à quelques objets, déjà, histoire de se familiariser avec tout ça. Donc la première chose à faire ici va être d'insérer notre arrière-plan, donc notre image, ici. Donc ça, on va la supprimer, on n'a plus besoin. Voilà, donc cette image, on va la faire correspondre dans Cinema 4D, donc en récupérant bien entendu les mêmes informations de taille. Donc ça c'est important puisque ici on parle d'une intégration. Donc cette information de taille, on va la retrouver sur les réglages de notre image. Donc la première chose à faire va être d'importer ici, d'ajouter un objet arrière-plan. Et voyez que cet objet arrière-plan, eh bien, il est vierge. On n'a même pas la possibilité de saisir un chemin pour une image, tout simplement parce que cette image,
il faut l'ajouter via un matériau. Donc pour créer un matériau, donc ça se passe ici dans la vue en bas, on va simplement double-cliquer dans cette zone et on a notre matériau qui apparaît. En double-cliquant à nouveau sur ce matériau, j'ai ici mon modificateur de matériau. Donc on va on va créer un matériau un petit peu complexe, hein, pas seulement un matériau uni tout à l'heure. Éventuellement j'ai des tutos qui vont vous permettre de créer différents types de matériaux. Donc je vous invite éventuellement à consulter mon profil sur tuto.com. Vous allez voir que des tutos sur les matériaux, sur l'éclairage, etc. Il y en a un petit paquet déjà. Ainsi qu'un tuto sur les fondamentaux de Cinema 4D. Donc c'est pour ça que je rentre pas à fond dans les détails, puisque j'ai déjà détaillé tout ça dans d'autres tutos. Mais une piqûre de rappel pour les plus anciens peut faire du bien parfois. Et là, je donne le nécessaire pour notre exercice pour le moment. Donc ici, dans notre canal couleur, qui est la couleur de notre matériau, on va charger la texture arrière-plan qui est là. Donc cette texture arrière-plan, on va aller la chercher en cliquant sur ce bouton, donc cette grande barre, ici. Donc elle est dans le bureau. Voilà, alors bien entendu, tout ça sera beaucoup mieux rangé dans les sources que vous pourrez télécharger. Donc ce sera dans le dossier texte du dossier test. Donc ici je vais sélectionner cette image, qui est donc mon arrière-plan. Je clique sur ouvrir. Et donc ici, on me demande si je souhaite créer une copie de cette image dans le dossier texte de Cinema 4D. Donc ici, je vais simplement cliquer sur non, puisque ce dossier texte intégré dans Cinema 4D ne va pas me servir pour la suite. Donc là, ce que je vais faire, eh bien maintenant, ça va être de mettre ce matériau sur mon arrière-plan. Donc je vais simplement partir de la sphère qui est là et glisser sur mon arrière-plan. Donc là, j'ai ma petite flèche qui se transforme, enfin qui se met vers le bas, voilà, comme ceci. Et donc voilà mon arrière-plan qui est positionné. La deuxième chose à faire va être de faire correspondre mon point de vue à celui de la photo. Alors j'ai un tuto, si vous possédez une version un petit peu plus évoluée que la version light, j'ai un tuto qui vous permettra de calibrer correctement une caméra à l'aide d'un outil calibrateur. On va faire comme si on ne possédait pas cet outil et calibrer notre caméra à la main, donc à l'ancienne, puisque si j'insère par exemple ici un cube, eh bien on voit que ça ne correspond pas du tout au point de vue de notre image. Donc je supprime ce cube, et donc à l'aide du déplacement de caméra ici et de la rotation, je vais positionner ma grille de manière à ce qu'elle corresponde aux lignes de fuite, ici et ici, de mon image. Donc je vais tout d'abord déplacer mon origine. Donc l'origine, c'est les trois axes que l'on voit ici, à l'endroit à peu près où je veux mon texte. Donc je le veux à peu près ici, puisqu'il va être le long de la ligne de touche de notre terrain de hand. Et ensuite, à l'aide de l'outil de rotation de caméra, donc toujours à l'aide avec un cliquer glisser, voilà, je vais voilà, essayer de faire correspondre les lignes de ma grille. Vous voyez ici cette fuyante qui est à peu près parallèle à la ligne jaune, et cette fuyante ici qui est à peu près parallèle à l'angle entre le plancher et le mur. Donc on peut éventuellement, voilà, un tout petit peu voilà. Donc on corrige un tout petit peu, et là je pense qu'on est pas mal. Si j'insère maintenant mon cube, que je le positionne au niveau du sol, donc ici à 100, puisque mon cube fait 200 de hauteur, voilà, on a notre cube qui est plutôt pas mal orienté.
Alors ce que je peux faire maintenant, éventuellement, si je souhaite protéger cet angle de vue afin de ne pas bouger accidentellement ma grille, c'est ajouter une caméra. Voilà. Et donc cette caméra, elle mémorise mon point de vue. Donc, en cliquant sur ce petit bouton ici, je mets mon œil dans l'œilleton de la caméra, dans le viseur donc. Et là, je peux encore bouger ma caméra. Donc pour éviter de faire ça, on va faire un clic droit sur notre caméra, propriété Cinema 4D, et on va aller sur protection. Et là maintenant, si j'essaye de déplacer ma caméra, ou de la tourner, eh bien on voit que ça ne fonctionne plus. En revanche, si je sors de ma caméra, donc si je décolle mon œil du viseur, eh bien je vois ici que je peux à nouveau bouger autour de mon objet. Donc je vois ici ma caméra. À tout moment, je peux revenir ici en point de vue caméra et donc retrouver mon point de vue original. Attention, bien entendu, à ne pas oublier à ce moment-là de mettre une protection, comme ça vous êtes tranquille. On va maintenant pouvoir ajouter notre texte. Et donc pour ajouter notre texte, on va se servir d'une spline text. Donc pour rappel, on considère qu'on utilise la version light de Cinema 4D qui ne possède pas le mot texte dans le menu mot graph. Donc on va utiliser ici une spline text. Donc voici notre spline text. Ici vous allez pouvoir taper votre texte, choisir ici la police. Alors pour ma part, j'ai une machine qui ne dispose de pas beaucoup de RAM. Donc le premier chargement de mon menu police est toujours un petit peu long, voire même beaucoup long. Donc ici je vais pouvoir sélectionner la police et juste en dessous la graisse de la police ou la mettre en italique, etc., etc. On va pouvoir également le centrer ou l'aligner à gauche ou à droite. Donc pour ma part ici, on va mettre en gras. Le texte, on va mettre Cineware, donc comme dans l'exemple. Oups. Voilà, donc Cineware. Et donc maintenant, on va mettre ce texte en volume, puisque ici, on a simplement une spline, donc c'est-à-dire un tracé, qui n'a donc pas de géométrie et qui n'est pas visible au rendu. Donc pour mettre ce texte en volume, on va utiliser une extrusion, donc que l'on trouve ici, extrusion NURBS. On insère notre extrusion, et pour dire à notre extrusion de s'appliquer à notre spline text, on va simplement glisser le texte en fond de l'extrusion NURBS, et donc voici mon texte qui apparaît. Donc on va l'améliorer un petit peu, ce texte, en sélectionnant tout d'abord notre extrusion NURBS. Dans le menu objet ici, on va pouvoir modifier le mouvement. Donc le mouvement avec 3 cases, ici respectivement X, Y et Z. Donc le mouvement par défaut se fait sur l'axe Z. Vous voyez que ici, il se fait suivant la flèche bleue qui correspond à notre axe Z. Donc ici, je vais pouvoir par exemple modifier l'épaisseur, mais je peux aussi modifier donc l'inclinaison du texte en modifiant le mouvement sur X et sur Y. Donc ce que je ne souhaite pas pour le moment. On va laisser comme ceci, on va mettre un petit peu moins de... Voilà, donc on va mettre 40, c'est plutôt pas mal. Et donc on va améliorer un petit peu ce texte en ajoutant du biseau sur les angles ici, donc sur les faces. Alors pourquoi utiliser le biseau? Bien tout simplement parce que ça accroche mieux la lumière et ça permet vraiment d'avoir une bonne idée du volume et surtout de casser l'aspect computer graphics, donc l'aspect CG d'une image. Donc là on va aller dans couvercle et en début et en fin on va mettre couvercle et biseau. Alors ici on voit que on voit que le fait de mettre le biseau
élargit notre texte. Donc moi je ne souhaite pas élargir mon texte, je souhaite que le texte conserve sa forme d'origine, donc je vais simplement ici cocher contraindre le contour, voilà. Donc ce qui va redonner au texte sa graisse d'origine, et donc je vais maintenant régler le biseau pour donner un aspect un petit peu plus sympathique. Donc on va donner ici un rayon de 3 en début et en fin, et on va augmenter le nombre d'étapes pour donner un petit peu plus d'arrondi. Voilà. Comme ceci. Donc tout de suite c'est un petit peu plus sympa. Donc sauf que maintenant, si je calcule mon rendu, je n'ai aucun effet. Donc d'ailleurs on va pouvoir juste légèrement tourner notre texte. Donc on va hop, modifier notre caméra. Voilà. Et on remet la protection. Ok. Donc ici on n'a aucune ombre, on n'a rien du tout. Et pour cause, on n'a pas encore mis de lumière. Donc on va mettre une lumière. On va faire un premier exemple. On va prendre notre lumière ici. Et on va la positionner, comme ceci par exemple. Et donc on va faire un rendu. On a bien notre éclairage, mais toujours aucune ombre. Tout simplement parce que notre lumière, par défaut, les ombres sont désactivées. Donc on va mettre les ombres diffuses, donc qui sont le type d'ombre le moins gourmand à calculer. Et on va activer. Donc on voit ici notre ombre, mais par contre sur le sol, toujours rien. Et pour cause, on n'a pas de sol. Donc on risque pas d'avoir des ombres dessus, puisqu'on n'en a pas. Donc on va insérer un sol. Mais là, si je fais un rendu, j'ai bien mes ombres, sauf que j'ai un nouveau problème, c'est que je n'ai plus mon arrière-plan. Donc ce que je vais faire, eh bien, je vais mettre ma texture ici de mon arrière-plan sur mon sol. Alors je peux être tenté de faire comme ça, donc de glisser ma texture directement sur mon sol, comme ceci. Sauf que si je fais un rendu, voilà, eh bien c'est toujours pas bon. Alors pourquoi? Eh bien il suffit de regarder en fait le type de projection utilisé. Si je regarde sur mon arrière-plan, j'ai une projection de type frontal, ce qui signifie que, quelle que soit l'orientation de ma caméra, ma texture sera toujours orientée de la même manière. Si je regarde mon sol, j'ai une projection de type planaire, c'est-à-dire que ma texture est projetée du haut sur mon plan, sur mon sol, et elle se répète en damier. Donc ici, je vais me mettre en projection frontale également. Donc je vais avoir ceci. Et là, si je fais mon rendu à nouveau, voici ce que j'obtiens. Alors on commence à deviner ici mon arrière-plan, qui est en fait mon sol, hein. Donc c'est vraiment le sol ici, mais qui reproduit exactement la même image que sur mon arrière-plan. Sauf que ici, il faudrait que notre lumière accède vraiment au fin fond de l'horizon pour pouvoir éclairer suffisamment le sol de manière à ce qu'il se confonde avec l'arrière-plan. Donc ça c'est pas possible, donc on va tricher et on va dire à notre sol de se confondre dans l'arrière-plan. Pour cela on va faire un clic droit, propriété Cinema 4D, et on va aller chercher rendu. Donc voici la propriété rendue telle qu'elle va s'afficher si vous l'utilisez pour la première fois. Donc ce tag de rendu va dire à Cinema 4D de quelle manière doit se comporter tel ou tel objet au moment du rendu. Et ici donc je disais que mon sol devait se confondre avec mon arrière-plan. Donc je vais ici cocher composition avec le fond. Et donc maintenant si je fais mon rendu, c'est magique, je ne distingue plus la jonction avec le sol, et mes ombres sont bel et bien projetées
sur le sol. Donc là on distingue une petite chose, c'est que les lettres, donc toutes les lettres qui sont courbées, pénètrent dans le sol. Donc ça c'est un défaut de la police utilisée, donc on va corriger ça en sélectionnant notre texte. On va cocher séparer les lettres, de manière à pouvoir intervenir sur chaque lettre de manière indépendante. Et ensuite, on va éditer ce texte. C'est-à-dire qu'on va, un petit peu l'équivalent de la vectorisation dans la suite Adobe. Par contre, on va perdre le bénéfice ici de la possibilité de modifier les éléments. Donc on va vraiment donner à notre texte une forme définitive. Donc on sélectionne notre texte, séparer les lettres, et on va cliquer sur ce bouton qui s'appelle autoriser les modifications. Voilà. Donc là mon texte disparaît, tout simplement parce que mon extrusion NURBS s'applique à un objet neutre. Donc l'objet neutre, c'est l'équivalent de l'objet nul dans After Effects. Et cet objet neutre contient ici toutes mes lettres. Donc si on souhaite faire réapparaître notre texte, on va sélectionner ici toutes nos lettres, les glisser dans l'extrusion NURBS. Alors ici je peux supprimer cet objet-là. Et là on constate que l'extrusion ne s'applique qu'au premier élément. Donc si on souhaite que tous les éléments soient affectés, on va sélectionner notre extrusion NURBS et on va cocher dans le panneau objet, on va cocher hiérarchique. Et donc là on retrouve tout notre texte, avec la possibilité de modifier indépendamment chaque lettre. Donc ce que l'on va faire d'ailleurs, on va passer en vue de côté, ici. Alors, on va désactiver temporairement l'extrusion NURBS de manière à bien voir notre texte, et on va zoomer dessus. Et là avec notre outil déplacement, on va remonter un petit peu les lettres. Voilà, comme ceci. Donc seulement celles qui ont une courbe. Donc ça va être le E, le A, le E et le C. Donc pour basculer facilement d'un objet à un autre, on peut sélectionner et appuyer sur la touche O, donc la lettre O, voilà. Et là on va revenir comme ceci. Et là on constate un petit défaut sur le A. Donc c'est un défaut de conception de la police, ou pas, c'était peut-être volontaire aussi. Toujours est-il que il y a un morceau de A ici qui ne touche plus le sol. Donc on va corriger ça aussi. On va passer en mode point. Et ça c'est l'un des avantages d'avoir vectorisé, si je puis m'exprimer ainsi, mon texte. C'est qu'on va pouvoir intervenir sur les points qu'il compose. Donc je vais passer ici sur mon outil de sélection. Et je vais peindre les deux points. Donc avec un cliquer glissé, je vais passer sur les deux points de manière à les sélectionner. Et là je vais baisser mes deux points de manière à les ramener au niveau du sol. Et je vais ensuite repasser en mode modèle. Voilà, donc mon texte ici est modifié. On peut passer au E suivant. Voilà, et enfin au C. Comme ceci. Donc là, si je reviens sur ma vue perspective, voilà, mes lettres ne pénètrent plus dans le sol. Tout va bien. Alors ici, par contre, on a un éclairage qui n'est pas du tout cohérent. Hein, on voit bien ici que l'éclairage vient de chaque côté de notre gymnase. Donc on a ici une grande baie vitrée. On a des spots ici qui éclairent également la face avant, des spots qui éclairent la face arrière. Alors on va considérer que cette grande baie vitrée n'existe pas de l'autre côté, hein, ne serait-ce que par exemple par la présence de gradins, pourquoi pas. Donc on va tabler uniquement sur la présence de spots de ce côté-ci, et donc spot plus baie vitrée de ce côté-là. Ce qui va nous permettre d'obtenir une lumière avec des ombres qui vont être projetées vers l'avant du texte, et donc un éclairage environnant pour mieux voir notre texte. Donc on va commencer tout d'abord par l'éclairage principal, donc c'est l'éclairage ici en contre-jour. Donc pour cela, on va
prendre une lumière. Et là, on pourrait être tenté d'utiliser la lumière telle qu'elle, donc c'est-à-dire de type omnidirectionnel. Alors je vais positionner ma lumière au niveau ici de mon texte, au niveau de ma baie vitrée. Et donc si j'active ici les ombres, donc en masque d'ombre, ombre diffuse toujours, je clique sur rendu et je constate que mes ombres partent dans tous les sens. Alors c'est tout simple, imaginez une ampoule et placez votre main devant l'ampoule. Sur un mur qui est situé à bonne distance, vous allez voir que votre ombre prend des dimensions qui sont assez imposantes. Donc tout simplement parce que la lampe va éclairer dans tous les sens et donc les ombres vont se propager également dans tous les sens. Donc nous on souhaite avoir des ombres qui sont un petit peu plus parallèles, donc comme si ça provenait d'une lumière solaire, ici, donc au niveau de notre baie vitrée. Donc en type de lampe, on va utiliser une lumière de type infini. Et cette lumière de type infini, on se fiche bien de savoir où elle est placée. Ce qui est important, c'est son orientation. Donc son orientation, on va prendre l'outil de rotation et on va la faire tourner, voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, si je fais mon rendu, je constate que mon ombre, elle est coupée. Alors très courte, mais ça c'est parce que elle est un petit peu trop verticale, donc voilà, on va la ramener comme ceci. Donc mon ombre est toujours coupée. Et ça c'est tout simplement, voire elle est peut-être même pas présente d'ailleurs. Alors ça c'est tout simplement dû au réglage dans le panneau ombre. Donc on va ici augmenter simplement la largeur parallèle. Donc on va mettre par exemple ici 10 000, histoire d'être tranquille. Mais là on voit que notre ombre a quasiment complètement disparu. Alors quasiment, on l'aperçoit quand même ici à ce niveau-là. Donc ce que je vais faire simplement, je vais augmenter la résolution X et la résolution Y. Donc je peux faire ça, donc, puisque si on augmente la résolution, en fait notre ombre devient petit à petit plus précise. Donc si je mets une valeur très élevée, voilà. Donc mon ombre est plus précise, sauf que je constate qu'on a un petit problème à ce niveau-là. Donc on a l'impression que notre objet flotte, en fait, qu'il n'est pas franchement posé sur le sol et du coup que l'ombre est décalée par rapport à l'objet. Donc on va utiliser ici simplement un autre type d'ombre, qui est l'ombre adaptative. Et l'ombre adaptative, elle est physiquement correcte. Donc c'est-à-dire qu'elle va dépendre du placement de la lumière. Alors ici, le placement, on a dit qu'il n'avait pas d'intérêt, puisque c'est une lumière infinie. Donc elle peut être placée à des années-lumière, elle donnerait le même résultat. C'est la direction qui compte. Mais on va avoir ici une importance au niveau de la distance entre les bords de l'objet et le sol. Donc un petit peu la lumière à la manière d'une lumière solaire. Donc voilà ce que j'obtiens si je fais ça. Alors là je vais juste encore une fois allonger un petit peu mon ombre. Alors bien entendu ici l'ombre est trop violente, mais on retravaillera ça dans After Effects. Donc on va ici simplement voilà, augmenter encore un peu. Voilà, faire une ombre un petit peu plus allongée, comme ceci. Donc de manière à ce qu'on ait vraiment l'impression que l'éclairage vienne de l'arrière. Donc maintenant, on va devoir déboucher toute cette partie-là. Et pour déboucher cette partie-là, on va avoir besoin d'une autre lampe. Donc on va prendre une autre lampe et la mettre comme ceci par exemple, et refaire un rendu. Voilà. Donc effectivement, ça débouche les ombres, mais ça donne quelque chose qui n'est pas très très beau, puisque ça nous crée de nouvelles zones bouchées que l'on ne souhaite pas. Donc on va sélectionner notre lumière ici, et dans le panneau Généralité, on va cocher Éclairage ambiant. Et là, on va
en fait simuler un éclairage qui va venir de tout autour, qui va être constant en fait, quel que soit l'emplacement au niveau de la scène. Donc bien entendu, ici, j'ai quelque chose de complètement cramé. On va donc diminuer l'intensité de cette lampe, et donc voilà, si je fais un nouveau rendu, voilà, j'obtiens quelque chose d'un petit peu moins bouché. Mais on n'a toujours pas beaucoup de détails ici. Donc ce que l'on va faire déjà au niveau de notre lumière, vu que c'est à la base quand même le soleil qui donne cette lumière, on va augmenter son intensité à 150%. Et on va lui donner une teinte un peu bleutée, puisque elle filtre à travers cette baie vitrée qui elle-même a une teinte un peu bleutée. Donc on va voilà, donner une teinte très légèrement bleutée. Ok. Quant à notre lumière environnante, elle est générée par le gymnase et ses spots. Et donc on constate qu'on a quand même une teinte un petit peu orangée. Donc on va mettre ici une teinte orangée. Voilà. Donc là c'est peut-être un petit peu trop bleu, mais attention parce que ça dépend aussi de notre matériau. Donc notre matériau d'ailleurs, on va s'occuper un petit peu de sa texture. Donc on va créer un nouveau matériau toujours en faisant un double clic. Et on glisse notre matériau sur notre texte. Alors on glisse directement sur le texte ou on peut le glisser sur l'élément extrusion NURBS. Donc là si je fais mon rendu, voici ce que j'obtiens. Sauf qu'ici on ne distingue pas trop les différents éléments, donc on va simuler un éclairage qui va venir du haut. Donc pour cela, on va prendre une nouvelle lumière, voilà, qui va être là aussi une lumière infinie, sans ombre. Donc bien entendu, comme tout à l'heure, on va modifier son inclinaison, comme ceci. Donc là, si je fais mon rendu, voilà, donc mon texte est beaucoup plus visible, mais il est complètement cramé. Pour éviter qu'il soit cramé, eh bien, puisque mon éclairage précédent me convenait, je vais simplement sélectionner cette lumière et décocher ici la diffusion. Voilà, donc je vais retrouver uniquement les reflets, ce qu'on appelle la spécularité, que l'on va retravailler ensuite dans notre matériau, mais qui nous indique les contours de notre matériau, et donc on voit ici l'importance, comme je disais tout à l'heure, de créer des biseaux qui vont venir capter la lumière, de manière à donner un petit peu plus d'informations sur la forme de notre objet. Donc voilà ce qu'on obtient ici. Voilà, donc là on distingue vraiment notre texte. Sans la lumière, on ne distingue pas grand-chose. Donc on va remettre ici notre texte. On va juste baisser encore un tout petit peu, voilà, l'intensité de notre lumière supplémentaire, notre lumière de débouchage. Voilà. Et donc on va maintenant s'occuper du matériau de notre texte. Donc on va afficher notre matériau en double-cliquant dessus. Et dans le canal couleur, ici, on va venir chercher une texture bois que j'ai téléchargée. Donc je vais venir la chercher ici. Donc c'est pas celle-ci. C'est dans les téléchargements, voilà. Donc ici, il me repose la question, savoir si je souhaite amener la texture dans le dossier de Cinema 4D, je clique sur non à nouveau. Voilà. Et donc, voici à quoi ressemble mon texte maintenant. Alors bien entendu, c'est pas très beau. Et une nouvelle fois, il faut regarder du côté de la projection de texture. Donc si je sélectionne ici le tag de matériaux, je vois que je suis en projection UVW. Donc la projection UVW, c'est une projection qui va utiliser le maillage de l'objet de manière à plaquer la texture
suivant l'orientation des différentes faces et des différents points. On ne va pas utiliser ce type de projection UVW dans ce tuto, puisqu'il faudrait procéder à un dépliage, ce qui n'est pas forcément pratique et surtout pas vraiment utile ici. On va utiliser un type de projection cubique. Donc voilà ce qu'on obtient ici. Donc c'est déjà un petit peu plus sympa, sauf que les lattes sont un petit peu petites. Donc je vais augmenter l'échelle de mon matériau en modifiant ici sa longueur X et sa longueur Y. Donc on va mettre 300%. Voilà. Et donc en faisant un nouveau rendu, voici ce que j'obtiens. On va maintenant ajouter à notre matériau, on va modifier, pardon, sa spécularité, donc de manière à donner quelque chose d'un petit peu plus brillant. Donc on va ici aller sur spécularité, et donc ce que l'on a ici, c'est un petit graphique qui va nous indiquer comment va se comporter le reflet spéculaire. Donc le reflet spéculaire, on le voit ici, et sur notre aperçu de matériau, on le voit ici, cette petite zone blanche. La hauteur du graphique correspond à l'intensité du reflet. Donc nous, on souhaite avoir quelque chose de très brillant, donc on va ici augmenter. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne maintenant si on fait un nouveau rendu. On va également l'affiner en modifiant sa largeur. Donc ici, vous voyez la largeur de notre reflet. On va modifier sa largeur et la manière dont il passe de l'éclat maximum à l'éclat minimum. On va lui donner une forme pointue comme ceci. Et on va augmenter sa largeur interne. Voilà. Donc ici, on a quelque chose de vraiment qui ressemble à quelque chose de brillant. On va juste augmenter, voilà, tout petit peu. Ok. Donc il va nous rester maintenant à rajouter un petit peu de réflexion. Donc on va activer ici le canal réflexion de notre matériau. Alors bien entendu ici, voilà, on n'a pas du tout, on veut pas du tout ça, hein. Donc on va diminuer l'intensité de la réflexion. Voilà. Et on souhaite obtenir également une réflexion plus diffuse, plus floutée. Donc on va augmenter ici la dispersion. On va mettre par exemple 10% de dispersion. Voilà, qui est un petit peu plus sympa. Il va nous rester donc maintenant à asseoir un petit peu plus notre texte, sauf que là, les réflexions manquent un petit peu d'intérêt. C'est tout simplement parce que notre objet n'a pas grand-chose à refléter. L'arrière-plan n'est pas visible en réflexion, et on a un petit peu de sol qui est visible en réflexion, mais qui ne donne pas vraiment d'intérêt. Donc on va donner du grain à moudre à ce canal réflexion, en trichant encore un petit peu. Donc je vais ici chercher un objet ciel. Cet objet ciel, donc il prend le pas sur mon arrière-plan. Donc je ne souhaite pas que ce ciel soit visible. Donc je vais le masquer de la caméra. Donc pour cela, je vais aller dans Propriétés Cinéma 4D et à nouveau Rendu. Et je vais dire à ce ciel qu'il ne sera pas visible par la caméra. Par contre, on voit qu'il sera visible en suivi de rayon et donc par réflexion. Sauf que là, pour l'instant, il ne reflète pas grand-chose, tout simplement parce que mon ciel ne contient aucune information. Donc on va aller chercher une image HDR. Donc une image HDR, c'est une image qui va nous permettre, alors on peut utiliser une image, on peut utiliser n'importe quelle image d'ailleurs. L'avantage des images HDR, c'est qu'elles épousent la forme du ciel, de manière à donner quelque chose de pas déformé lorsqu'elles sont plaquées sur une forme sphérique. Donc ce sont des environnements qui sont faits à 360 degrés, à l'aide photographiés à l'aide de fisheye. Donc lorsqu'on les regarde à plat, ça ressemble pas à grand chose, mais une fois plaqué sur un objet sphérique comme le ciel, ça prend tout son sens. Donc on va aller chercher une image HDR dans la médiathèque. Alors là, je ne sais pas si ces images HDR sont fournies avec la version light
de Cinema 4D. Donc j'en mets une ici, vous la récupérerez dans les sources du tuto. Donc je prends ici mon image HDR et en double-cliquant, donc je double-clique ici pour la charger dans mon gestionnaire de matériaux. Et ensuite, je vais prendre cette image et la plaquer sur mon ciel. Et donc là, si je fais mon rendu, voilà, donc j'ai des reflets qui sont un petit peu plus sympathiques. Voilà. Alors, je vais juste un petit peu baisser l'intensité de cette lumière ici. Voilà. Voilà, donc c'est un petit peu plus sympa. Ok, donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est asseoir un petit peu plus le texte sur le sol en utilisant l'occlusion ambiante. Donc pour cela, je vais aller dans mes réglages de rendu. Donc en cliquant sur ce bouton ici. Et je vais faire un clic droit dans la zone qui est là, et je vais choisir occlusion ambiante. Alors qu'est-ce que l'occlusion ambiante? Eh bien c'est un ombrage, c'est ce qu'on appelle un ombrage de proximité, c'est-à-dire qu'il va venir se nicher dans les zones de détail ou les zones de contact. Donc si je fais mon rendu ici, on constate qu'il est un petit peu plus long, mais on constate aussi que le résultat est bien meilleur, donc notamment, voilà, au niveau des lettres qui sont vraiment bien assises maintenant sur le sol. Donc notre scène est quasiment prête pour être envoyée dans After Effects. Ce que je vais devoir faire maintenant, ça va être de définir les différentes passes que je vais utiliser dans After Effects. Et la première d'entre elles, ça va être d'isoler en fait le texte du reste de la scène. Donc pour cela, je vais utiliser un nouveau tag de rendu et un masque d'objet qui va me permettre vraiment de détourer, de créer un masque alpha pour mon objet texte. Donc je fais un clic droit sur mon extrusion NURBS, propriété Cinema 4D et à nouveau rendu. Et là, dans masque d'objet, je vais activer ici un masque, peu importe lequel. Et je vais retourner dans mes réglages de rendu. Et là, la première chose à faire, bien entendu, ça va être d'activer le rendu multipass. Et ensuite, je vais faire un clic droit sur multipass, ou alors je peux cliquer sur le bouton multipass ici, ça revient au même. Et je vais ajouter mon masque d'objet. Et donc la chose à faire ici va être de vérifier que l'idée de groupe que l'on a ici correspond bien à notre masque ici. Donc ID groupe 1, masque 1, tout va bien. Je vais renommer ici ce masque d'objet en double-cliquant dessus. Je vais l'appeler alpha texte. Voilà. Donc ça c'est la première passe que je vais utiliser dans mon rendu. La seconde passe, eh bien, je vais utiliser la couleur des matériaux. Je vais utiliser l'illumination. Je vais utiliser également la spécularité, la réflexion, les ombres et l'occlusion ambiante. Donc je pense que ça suffira. On verra. Si j'oublie quelque chose, de toute façon, il sera toujours possible de revenir dessus à n'importe quel moment. Donc voilà ici toutes mes passes qui sont paramétrées. Je peux donc maintenant fermer cette fenêtre et je vais enregistrer le projet. Donc je vais dans Fichier, enregistrer le projet. Et là, je vais appeler ça Cineware. Voilà. Donc en faisant enregistrer le projet, je regroupe dans un seul et unique dossier mes textures et mon projet Cinema 4D. Je peux maintenant revenir dans After Effects. Dans ma fenêtre projet, ici, je vais faire un clic droit, importation, fichier, et je vais pouvoir aller chercher mon dossier Cinema 4D. Donc voilà, Cineware, il est là,
Cineware C4D. Je vais maintenant le glisser dans ma composition. Et voici ce que j'obtiens. Donc j'ai mon rendu qui se crée. Et voilà donc en ombrage logiciel ce que cela me donne. Et si je passe en rendu final, j'obtiens ceci. Alors c'est un petit peu plus long à calculer forcément. Voilà. Donc j'obtiens ceci et je note d'ailleurs une ligne ici qui correspond à ma ligne d'horizon. Et cette ligne d'horizon en fait, c'est la ligne qui correspond à la limite de mon plan, puisque mon arrière-plan, lui, n'est pas exporté. Donc si je décoche ici l'arrière-plan, enfin le filtre, le calque de mon arrière-plan, je constate que l'arrière-plan n'est pas exporté de Cinema 4D. Donc tout simplement parce que Cinema 4D considère, After Effects considère cette partie-là comme étant une partie du masque alpha. Donc de toute façon, c'est pas bien grave, puisque moi je souhaite vraiment décomposer mon image de manière à pouvoir travailler sur tous ces éléments un par un. Et ça commence par la couleur des matériaux. Donc je vais renommer ce calque-là, et je vais l'appeler couleur. Et ce calque couleur, je vais devoir le détourer. Alors je peux ici remettre ce calque couleur, je vais le détourer à l'aide d'un masque alpha, donc à l'aide du masque d'objet plus précisément, que j'ai créé dans Cinema 4D. Donc je vais dupliquer ce calque, CTRL D. Je vais cocher ici Multipass Cinema 4D et dans Régler Multipass, je vais choisir ici Alpha Text et je clique sur OK. Alors là, ce qui va se passer, c'est que ça va passer vraiment sur mon masque alpha. On va le laisser calculer gentiment, sinon il va vouloir recalculer à chaque fois. Voilà, donc voici mon masque alpha. Ce masque alpha, je vais l'appliquer à mon calque couleur. Alors je vais le renommer, je vais l'appeler Alpha Text. Donc je vais l'appliquer à mon canal couleur, donc ici dans Cache, je vais choisir Luminance Alpha Text. Donc il fait sa petite sauce une nouvelle fois gentiment. Voilà. Donc là on constate que la ligne ici a complètement disparu et que donc si j'isole, voilà, j'obtiens ceci. Alors par contre je suis toujours sur mon image finale. Et cette image finale, donc moi je souhaite la décomposer comme je le disais. Donc je vais sélectionner mon canal couleur, Multipass Cinema 4D, régler Multipass, et je vais choisir couleur des matériaux. Je clique sur OK. Donc je me retrouve avec quelque chose de vraiment qui va être vraiment un aplat de couleurs. Donc ma texture sans aucun artifice. Quand il voudra bien finir son calcul, voilà. Je vais maintenant dupliquer ce canal couleur, CTRL D, dupliquer l'alpha texte également, CTRL D, et le glisser au-dessus de la couleur. Ici, je vais le renommer en lumière. Et dans Régler multipass, je vais choisir le canal, le calque illumination. Voilà. Donc voici ma lumière à quoi elle ressemble. Je vais mettre ici ce calque lumière en mode produit. Alors on distingue ici un petit liseré qui est assez désagréable et assez difficile à éliminer. Alors malheureusement on a beaucoup bataillé pour essayer de savoir comment l'éliminer. Pour ma part j'ai trouvé une méthode qui fonctionne un petit peu.
On constate d'ailleurs que ce liseré n'existe pas ici, donc il existe là. Donc je vais sélectionner ici l'alpha texte. D'ailleurs, je peux prendre l'alpha texte 2. Voilà. Et je vais mettre uniquement mon calque lumière. Donc je peux le mettre en solo d'ailleurs, hein, ça change pas grand chose. Donc uniquement mon calque lumière visible. Et donc mon but ici va être d'éliminer ce contour qui est très vilain. Donc pour cela, je vais aller chercher un effet donc en correction colorimétrique. Je vais chercher le niveau et je vais passer mon masque en négatif. Donc ici, le noir va devenir du blanc, le blanc du noir, etc. Donc noir en entrée, je vais mettre 255 et blanc en entrée, je vais mettre 0. Oups, alors là j'ai un petit souci. C'est que j'ai mis mon effet pardon, sur la lumière. C'est pas sur la lumière, mais bien sur le masque alpha. Donc prenez attention, prenez soin de sélectionner votre masque alpha. Et donc dans correction colorimétrique, je vais aller chercher mes niveaux. 255 en noir et 0 en blanc. Voilà, donc je passe mon masque en négatif. Alors voyons voir déjà ce que ça va me donner. Alors bien entendu, ici ça change tout, hein, puisque mon masque s'applique à l'autre partie de mon image. Donc ici, je vais simplement passer en luminance inversée. Voilà. Donc j'ai toujours le même problème, sauf que maintenant, eh bien, je vais pouvoir contracter un tout petit peu mon alpha, du fait que je suis en blanc majoritaire. Je vais contracter mon alpha en faisant déborder le blanc un petit peu sur le noir. Donc pour ça, je vais utiliser un filtre esthétique et lueur diffuse. Et là, on voit effectivement que mon blanc vient baver sur le noir. Alors c'est la seule méthode que j'ai trouvée. Donc ici, pour l'instant, c'est un petit peu cracra. On va juste ici modifier le rayon. On va le passer à 1. L'intensité, on va la passer à 2 par exemple. Et donc voilà, ici, cet effet qui disparaît. Donc si je raffiche maintenant la couleur, alors ça apparaît ici aussi maintenant, c'est un petit peu le problème. Donc on va simplement ici dupliquer cet alpha texte et on va remplacer le premier. Et on pense bien à passer celui-ci en luminance inversée. Donc voilà. Donc là, on n'a plus ce problème de liseré qui apparaît. Donc éventuellement, ce qu'on peut faire au niveau de notre alpha ici, c'est passer le rayon à 0,5. Ça va donner un petit peu plus de précision. Voilà, donc bien entendu, tout ça après va être lissé par l'anti-aliasing. Dans tous les cas, il faudra tâtonner un petit peu pour obtenir quelque chose de propre. C'est vraiment pas évident, c'est un défaut qui est vraiment pas évident à éliminer. On le rencontre pas à tous les coups. Malheureusement ici, on est tombé vraiment sur un cas où ce défaut est présent. Donc on va continuer avec nos différents calques. Donc là, on va rajouter par exemple la spécularité. Donc on duplique, régler multipasse, spécularité, OK. Donc voilà notre spécularité et on va bien entendu mettre notre alpha, CTRL D à nouveau et on le passe au-dessus comme ceci. Et la spécularité va passer également en mode produit. Ça, non pas le masque alpha, mais bien
pardon, pas en mode produit, excusez-moi, en mode écran. Voilà, donc on retrouve notre spécularité. On va continuer avec la réflexion. Donc, alors celui-ci, on peut le renommer, hein. Hop, spécularité. On le duplique à nouveau. On va l'appeler réflexion. Et on duplique à nouveau notre alpha pour le glisser au-dessus de la réflexion. Voilà. Et donc, dans règles multipass, on va choisir réflexion et OK. Donc on a la petite mise à jour qui va bien. Voilà. On va maintenant pouvoir ajouter les ombres et l'occlusion ambiante. Donc pour cela, pas besoin de masque alpha. Donc je vais dupliquer ici la réflexion, régler multipass et je vais choisir ombre. OK. Et donc là, je vais me mettre en mode produit. Et enfin, alors là, je peux renommer aussi. Voilà, renommer ombre. Et enfin, notre calque d'occlusion ambiante. CTRL D. Oups. Régler multipass et je choisis occlusion ambiante et OK. Je vais maintenant mettre aucun masque. Voilà. Donc j'ai ici mon occlusion ambiante, etc. Donc par contre ici je retrouve ce fameux petit liseré qui n'est pas très très beau. Donc on va voir à quel moment on le retrouve. Eh bien on le retrouve au niveau des ombres. Donc il va falloir essayer à nouveau de l'éliminer. Ici. Donc on va par exemple sélectionner notre alpha texte ici. On va essayer de supprimer cette lueur diffuse. Voilà, donc on retrouve ce fameux petit liseré qui est assez désagréable. Donc là, ce qu'on va faire, c'est jouer avec les différents rayons pour réussir à éliminer ce texte-là. Donc, pour ma part, j'ai travaillé déjà la scène au préalable. Et donc, ici, on a des valeurs qui fonctionnent. Ici, 2 et 2. Alors, on va tout réafficher. Voilà, donc déjà, vous voyez que ça a pas mal disparu. On reprend notre alpha texte ici, on raffiche. Donc on va prendre les valeurs de 1 et 2. Ici, les mêmes valeurs. 1 et 2. Oups. On va le réactiver. C'est le cas.
Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. On les distingue encore un tout petit peu ici, mais on arrive quand même à quelque chose d'assez sympathique. Donc après, bien entendu, il faut essayer de travailler un petit peu tout ça pour réussir à obtenir une valeur, je dirais, qui fonctionne aussi bien pour le noir que pour le blanc. C'est vraiment pas évident. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est travailler un petit peu les ombres. Alors déjà, renommer ce calque AO, donc Ambient Occlusion. Et donc on va travailler sur ce calque ici, ombre. Bien entendu, on va pas laisser ça comme ça, c'est vraiment vilain. Voilà. Donc ce qu'on va faire ici, ça va être dans un premier temps flouter cette ombre, de manière à lui donner un côté un petit peu plus diffus. Donc pour ça, on va ajouter un effet netteté flou gaussien. Donc on va lui donner une valeur de 10 par exemple, ou 9 même. Voilà. Même 8 d'ailleurs. De manière à essayer de pas trop laisser apparaître le blanc ici. Et donc on va faire en sorte que cette ombre soit un petit peu moins présente. Donc pour cela, on va rajouter un nouveau calque solide. Donc de la taille de la compo, on clique sur OK. Voilà. On va rajouter sur ce calque un effet gamme des dégradés. Voilà. On va le positionner juste au-dessus de ombre. Et donc, pour notre calque ombre, on va définir en masque, en luminance, notre blanc uni. Maintenant, on va pouvoir sélectionner notre calque blanc uni. On sélectionne l'effet gamme des dégradés et on va modifier le point de départ et le point d'arrivée de manière à obtenir un joli dégradé pour notre ombre. Voilà, le point d'arrivée par ici. Et donc maintenant on peut jouer avec les différents éléments. Voilà, donc vraiment faire en sorte qu'on ait une ombre la plus douce possible. Voilà, comme ceci. Donc là on a une ombre qui est très très douce et assez réaliste. Donc maintenant ce qu'on souhaite c'est par exemple donner un petit peu plus de peps à notre texte. Et bien là on va par exemple pouvoir sélectionner notre calque couleur, aller chercher dans correction colorimétrique les niveaux, pardon, pas les niveaux mais les courbes. J'ai toujours tendance à confondre les deux, dire que je suis pas. Voilà, donc là on va pouvoir modifier juste notre texte ici sans pour autant toucher aux réflexions, sans pour autant toucher aux ombres, etc. Donc ça c'est l'un des gros avantages de travailler de cette manière. Voilà, donc après c'est de l'utilisation pure d'After Effects. Donc de ce côté-là, j'ai pas encore une connaissance suffisante de ce logiciel pour vous apprendre vraiment comment utiliser telle ou telle fonctionnalité, mais ça va venir puisque je suis en train de bosser ce logiciel pour me diversifier un petit peu, puisque désormais l'interaction entre Cinema 4D et After Effects est vraiment très poussée. Donc par contre, là où je peux parler pendant des heures et des heures, c'est sur Cinema 4D, et l'un des gros avantages de Cineware, eh bien, c'est que les fichiers sont modifiables à la volée sans avoir à refaire des rendus systématiques. Donc dans les versions précédentes d'After Effects, on était obligé de refaire un rendu, recaler toutes les passes et ensuite retravailler sur toutes les passes indépendamment les unes des autres. Donc ici, si je souhaite modifier mon texte, par exemple le faire plus profond,
eh bien, je vais aller chercher mon texte, modifier mon extrusion NURBS ici, par exemple, lui mettre quelque chose, un déplacement ici plus profond. Alors on va exagérer volontairement pour bien voir la différence. Voilà. Et donc ensuite, on va simplement enregistrer avec un CTRL S et revenir dans After. Et là, on a notre barre de progression qui se remet en route sans aucune autre intervention de notre part. Donc la barre de progression qui se remet en route pour refaire le rendu en adaptant chacun des calques. Alors il y aura peut-être une ou deux petites retouches, donc voilà, ça y est, le texte s'est mis à jour, donc tout simplement, voilà, il a repris de la profondeur, on n'a absolument rien d'autre à faire, le calque couleur ici conserve les courbes sur la totalité du calque, donc de la même manière, si je souhaite, par exemple, eh bien, remettre à l'inverse un texte très peu épais, comme ceci, voilà, à nouveau CTRL S pour sauvegarder, et là, le rendu qui se refait. Donc, tant qu'on ne touche pas à la scène Cinema 4D, eh bien, les modifications seront instantanées. À partir du moment où on va toucher un élément dans Cinema 4D, que ce soit les lumières ou bien la géométrie comme je viens de le faire, eh bien on aura un petit rendu qui va se faire. Mais ça reste extrêmement rapide. Alors bien entendu, à condition que les réglages de rendu dans Cinema 4D ne plombent pas le rendu. Alors ici par exemple, ce que je vois, c'est que mes réflexions sont un peu trop présentes et un peu trop nettes. Donc je vais simplement aller dans mon calque réflexion ici. On va aller mettre un flou gaussien. Voilà, donc on voit ici que la transformation se fait en temps réel. Donc c'est vraiment sympa. Là, ça me permet de faire une réflexion floutée très rapidement, contrairement à un cinéma 4D où c'est un effet au rendu qui prend pas mal de ressources. Donc ici, je fais mon rendu flouté, et donc, comme je disais, la réflexion qui est un peu trop présente, donc je vais simplement modifier l'opacité du calque. Voilà. Alors bien entendu, ça fonce mon texte, puisque je reflète moins mon environnement, donc j'ai toujours la possibilité d'éclairer davantage mon texte en modifiant par exemple le calque lumière. Ici, on va mettre hop, une correction colorimétrique. On va aller chercher par exemple exposition. Voilà, et donc là, je rééclaire mon texte. Alors en y allant mollo, puisque l'exposition est quand même assez violente. Voilà, donc on a vraiment une très très grande souplesse avec ce workflow. Donc là, je pense que ça va être vraiment l'occasion pour les utilisateurs d'After Effects de découvrir Cinema 4D par le biais de Cineware. On va juste remettre hop, un texte un petit peu plus profond. Voilà, CTRL S, juste pour le fun, pour revoir encore une fois la modification. Voilà, donc je pense que ça va être vraiment une occasion pour Cinema 4D de vraiment décoller et de venir un petit peu marcher sur les plates-bandes de Maya ou de 3ds Max, parce que là, on a vraiment un très très bon workflow, ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc ce tuto est maintenant terminé. J'espère que vous me pardonnerez mes petites imprécisions sur After Effects, puisque encore une fois, c'est un logiciel que je suis loin de maîtriser aussi bien que Cinema 4D. Je le découvre, donc je m'efforce de dire le moins de bêtises possible. Sur la partie Cineware, je ne pense pas être trop dans l'erreur. Après, sur la manipulation des calques, j'imagine que je prends des chemins détournés et qu'il y a probablement plus simple pour certaines manipulations. Voilà, donc fin de ce tuto, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur tuto.com. Bye bye.